Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Nous irons au Brésil pour découvrir la 32e Biennale internationale d'art de Sao Paulo. Une délégation de la Fondation Prince-Pierre de Monaco était présente. C'est la période des rentrées scolaires. Nous irons par conséquent sur les bancs de l'IFSI, l'Institut de formation aux soins infirmiers, ainsi que dans les locaux de l'Académie de danse. Coup de projecteur sur la 13e édition du concours de photo sous-marine. Et enfin, nous reviendrons sur Lycée Junior Challenge, un tournoi de tennis international qui est réservé aux jeunes de moins de 16 ans. Direction le Brésil, comme je vous l'ai dit dans les titres. Des membres de la Fondation Prince-Pierre de Monaco étaient présents à la Biennale d'art contemporain de Sao Paulo pour présenter la nouvelle œuvre de l'artiste Rosa Barba, lauréate du PIAC, le prix international d'art contemporain 2016. Nous avons fait un focus sur cet artiste dans une précédente édition. Voyons, si vous le voulez bien, plus en détail aujourd'hui ce qu'est cette Biennale de Sao Paulo et ce qu'elle représente à travers le monde. La 32e édition de la Biennale internationale d'art de Sao Paulo se déroule comme à l'accoutumée dans le pavillon Cecilio Matarazzo, construit par le célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer. Ce bâtiment est situé dans l'enceinte d'Ibirapuera, le poumon vert de la plus grande ville du Brésil. Ce parc est l'équivalent de Hyde Park à Londres ou Central Park à New York. Voilà pour l'écrin. Le thème cette année, Live Uncertainty. Autrement dit, l'accent est mis sur les notions d'incertitude et d'entropie afin de réfléchir sur les conditions actuelles de la vie ainsi que sur les possibilités qu'offre l'art contemporain pour nourrir et habiter ces incertitudes. L'art en général a toujours eu une part d'incertitude, avec également la notion de chance, d'inconnu. L'art permet d'imaginer quelque chose d'autre, il y a une part vraiment d'improvisation. Il faut savoir aussi que l'art est déconnecté de la peur, la crainte, et ça peut donner des exemples. On devrait, pourquoi pas, s'en inspirer. Cette biennale est la deuxième plateforme la plus ancienne du genre, après Venise. La première biennale de Sao Paulo s'est déroulée en 1951. Aujourd'hui, elle est considérée comme la référence culturelle la plus importante en Amérique du Sud et plus largement dans l'hémisphère sud. Nous travaillons dans cette biennale avec 81 artistes représentant 33 pays. Ils viennent, vous savez, de lieux différents. Il y a cette année une grosse représentation d'artistes d'Amérique latine, d'Afrique. Des artistes viennent aussi d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie et encore d'Australie. C'est une vraie plateforme représentant la pluralité, avec des courants de pensée différents, des styles différents, avec des processus de création et d'invention diverses. La Biennale de Sao Paulo se déroule cette année dans un climat politique particulier après la destitution il y a à peine 2 semaines de Dilma Rousseff à la présidence du Brésil. Quoi qu'il en soit, les artistes sont bien présents et les spectateurs aussi. La Biennale de São Paulo est une référence depuis de nombreuses années, évidemment. C'est là où l'on voit un petit peu ce qu'il se passe. Nous qui sommes d'affreux touristes éloignés, on voit un petit peu ce qui se passe en Amérique du Sud et pas que. Non, cette Biennale est formidable. C'est une espèce de réflexion évidemment sur la modernité et son contraire. Beaucoup de pièces en prise avec cette question fondamentale qui nous intéresse formidablement. Je n'ai pas tout vu, mais bon, je pense que c'est une excellente édition. C'est un concept très intéressant, un concept du monde de l'art international qui se rencontre ici à São Paulo, qui est une ville très dynamique, très pleine d'art. Et donc je crois que le concept de faire ce biennale ici, c'est très très intéressant. C'est une merveille. Je sors avec un tas d'idées, même pour mon travail qui est tout à fait différent, mais il y a beaucoup d'originalité et beaucoup de beauté. La Biennale de Sao Paulo au Brésil, c'est peut-être un peu loin pour une idée de sortie à l'improviste ce week-end. Sachez quand même qu'elle fermera ses portes le 11 décembre. Pendant que nous étions au Brésil, les élèves de la Principauté ont effectué leur rentrée scolaire. Eh bien, c'était le cas également ce mardi à l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers. La présentation de la nouvelle promo dans ce reportage signé Christine Datomel et David Bernardi. 31 élèves en soins infirmiers ont intégré l'IFSI le 5 septembre dernier. Une rentrée prometteuse, ces jeunes étudiants ayant été triés sur le volet lors d'un concours très sélectif auquel participaient 201 candidats.
Et si cette nouvelle promotion s'avère encourageante, l'année à venir se veut aussi très studieuse. Aussi difficile que les autres années, avec beaucoup de travail et notamment beaucoup de travail personnel. C'est une formation qui, depuis qu'elle est rentrée dans le système universitaire, exige beaucoup des étudiants car les contenus sont assez insuffisants, je vais dire, au niveau de l'IFSI. Nous n'avons pas assez d'heures pour aller vraiment en profondeur dans les enseignements et ça oblige les étudiants, enfin c'est prévu comme ça dans le programme, les étudiants sont censés fournir un travail personnel vraiment très important. Ça fait un moment que je voulais faire infirmière, j'habite à Monaco et c'est une des meilleures écoles, donc c'était un choix personnel. Le métier, moi, ça fait depuis que je suis jeune que je veux le faire. Donc l'année dernière, j'ai fait une prépa ici pour pouvoir passer le concours. Et je l'ai passé dans plusieurs IFSI et j'ai réussi Monaco. Donc mon premier choix était Monaco, donc je continue. Et le métier, pour les valeurs surtout. Moi, ce qui m'attire dans le métier, c'est pas forcément le soin, mais aussi l'accompagnement à la personne. Il y a des gènes dans ma famille, ça m'a attiré vers ça et maintenant il ne manque plus qu'à faire 3 ans de formation pour découvrir tout ce que ça va pouvoir m'apporter et toutes les phases du métier car c'est très pluridisciplinaire et il y a plein de choses à découvrir et plein de branches différentes. Parrain d'une des promotions, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Stéphane Valéry, est très investi et conscient des exigences que nécessite ce métier. Je tiens à leur rappeler combien ce métier est important pour la qualité des soins, pour les malades, pour les habitants de la Principauté. Bien sûr, il y a la technique qui est apprise à l'IFSI, mais il y a aussi un rôle humain, un rôle social qui est fondamental auprès des malades. J'insiste toujours beaucoup sur cet aspect-là. Je crois que le malade attend aussi de la compassion, de la présence, du réconfort. Effectivement, il y a une dimension sociale et humaine essentielle dans ce métier. Je viens leur rappeler aussi chaque année combien ils ont de la chance d'être étudiants à Monaco et demain, pour la grande majorité, infirmiers et infirmières en Principauté, au CHPG ou dans les cliniques privées de Monaco. Nous avons effectivement encore dans notre hôpital public des taux de personnel tout à fait satisfaisants. Ils ont encore le temps de s'occuper bien des malades, 2 fois plus de personnel par lit en moyenne que dans les hôpitaux publics européens, des conditions de travail formidables et puis vous le savez, une priorité qui est accordée par le gouvernement à la santé puisque cette promotion-là sera une des toutes premières à pouvoir bénéficier du futur centre hospitalier Princesse Grace. Donc je leur rappelle, plus de 700 millions d'euros d'investis pour avoir un des hôpitaux publics les plus performants d'Europe, avec un plateau technique exceptionnel, des chambres uniques à 1 lit de très grande qualité. Donc voilà pourquoi je tiens effectivement chaque année à les féliciter et à les motiver pour la suite de leur formation. Une formation qui se déroule sur 3 ans avec à la clé un diplôme d'État et un grade de licence. Eux aussi ont effectué leur rentrée. Les jeunes danseurs de l'Académie Princesse Grace ont retrouvé le chemin des salles de classe. Alexandra Pani et David Bernardi sont allés à leur rencontre. Une nouvelle année vient de débuter à la Villa Casami. Ils sont une quarantaine de jeunes danseurs à suivre cette formation prestigieuse au sein de l'Académie Princesse Grace. Discipline et rigueur leur seront demandées tout au long de leur scolarité. C'est en fait beaucoup d'Américains que j'ai retrouvés l'année dernière. L'âge, c'est entre 13 et 14 ans. J'ai pas mal de gens de 13 ans. C'est tous des élèves que j'ai retrouvés à New York l'année dernière. Dans mes auditions, je suis très content. J'ai 6 filles vraiment qui ont un très bon profil et physique et aussi d'une façon de comment ils se comportent. Je vois qu'ils sont très élevés, qu'ils sont très attentifs. Déjà, ça fait déjà 3 jours qu'elles sont ici, mais aujourd'hui c'est la rentrée officielle. Et 19 garçons, enfin 19 garçons, pas 9, mais j'en ai pris 5 de plus. Ça fait que pour la première fois depuis que je dirige l'école, on a 19 garçons. J'ai commencé avec 2 garçons en 2009. Je suis très content, très fier. Je pense que l'année, ça va être une très belle année. Il y a beaucoup d'élèves qui se diplôment aussi. Alors, ça va être un peu plus stressant que l'année dernière, que j'en ai eu que 6. Cette année, j'ai 7 garçons et 5 filles. Et alors, il y aura beaucoup de travail, mais on a rechargé les batteries après la saison dernière. On est tous très motivés, les professeurs, les élèves. Alors, ça peut qu'en aller très bien. Cette année, 13 nouveaux élèves intègrent l'établissement et parmi eux, le premier garçon français, Aurélien Jandot. Ça représente, c'est ma vie, c'est de l'art, en même temps du sport.
c'est tout ça qui me plaît. Donc, Qu'est-ce que tu attends en fait de cette académie? j'attends qu'elle me forme très bien et que j'arrive à faire de cette passion un métier. Alors que certains découvrent l'académie pour la première fois, d'autres se préparent pour leur dernière ligne droite. À la fin de cette année, ils entreront dans leur vie professionnelle. C'est l'année la plus importante peut-être et peut-être aussi le plus dur. Mais je suis très heureuse d'être ici parce que c'est une nouvelle année avec de nouvelles choses et parce que c'est ma dernière année. Donc, oui, je suis très excitée d'être ici. Et alors cette année, tu vas passer des castings pour rentrer dans des compagnies, c'est ça? Comment ça va se passer? Je suis un peu nerveuse pour ça, mais on se prépare très bien ici et on a beaucoup d'aide de professeurs, de Lucas, donc c'est très bien ici. Prochain rendez-vous pour ces jeunes danseurs, les premiers examens de fin d'année au mois de décembre. Depuis 13 ans, de véritables passionnés se donnent rendez-vous pour participer au concours de photographie sous-marine organisé par le Club d'exploration sous-marine de Monaco. C'est l'occasion pour tous les participants de mettre en valeur les fonds marins et les espèces de la Méditerranée. Un reportage de Dominique Poulain. Soleil et mer calme, les conditions sont idéales pour plonger. Une plongée pas comme les autres. Depuis 13 ans, les passionnés de plongée et de photographie participent au concours de photographie sous-marine. Un concours organisé par le CESMM, le club d'exploration sous-marine de Monaco. Le concours en lui-même, c'est surtout mettre en avant l'écosystème du monde sous-marin, du monde marin qu'on a aux alentours de Monaco et promouvoir en fait ce côté plongée, ce côté découverte qu'on n'a pas forcément quand on habite à Monaco. Donc c'est vraiment donner une image sous-marine, la faune, la flore. Et voilà, c'est un côté très écologique. Donc le concours photo en lui-même est là vraiment pour promouvoir cela avant même le côté compétition. Comme chaque année, le concours est ouvert à tous les plongeurs photographes. 15 équipes sont présentes pour cette 13e édition. Chaque équipe est composée d'un plongeur photographe et d'un binôme assistant. Ce dernier veille sur son photographe et surveille surtout les paramètres de plongée. C'est très difficile car il n'y a pas de lumière. Il faut plonger comme on a nos flashs, c'est comme nos petits mini-studios qu'on doit gérer sous l'eau. La difficulté, c'est on ne sait pas quel sujet on va rencontrer. Il y a toujours gérer notre propre sécurité. La photo, les appareils photo sont grands et lourds, encombrants. Parallèlement à ce concours est organisé pour la 5e année d'affilée le même concours, mais pour les enfants âgés de 8 à 15 ans. L'objectif est d'inciter les plus jeunes à explorer ce qui se passe sous l'eau et à les sensibiliser au respect de l'environnement. Il se déroule pendant la période estivale. Ça me plaît beaucoup parce que j'adore la photo. Déjà, papa il faisait la photo en plongée. Il m'a donné cette envie de faire aussi la photo. Il m'a un petit peu appris quelque chose et donc j'aime bien faire des photos pour moi et pour montrer aux autres les photos que je fais. Avant le départ, les organisateurs briefent les concurrents, rappel des règles de sécurité, rappel du règlement du concours et présentation des sites explorés lors des 2 plongées. Les premières images de la faune et de la flore seront réalisées le matin au Cap Estel et l'après-midi sur le Toulonnais. Il est temps pour les concurrents d'embarquer avec leur matériel de plongée et leur appareil photo. Direction donc le Cap Estel. C'est le colonel Fringant qui donne le départ du concours. Le nombre de prises de vue est illimité, mais les plongeurs photographes doivent présenter au jury 4 photos, dont les thèmes retenus cette année sont l'ambiance avec modèle, le poisson et la photo macro. Les photos doivent être brutes, elles ne doivent pas être travaillées et ne subir aucun post-traitement d'image. Bien entendu, ces photos se travaillent avec des objectifs différents, parce qu'il a fallu qu'on gère notre plongée en 2 temps, qu'on parte d'abord faire des photos d'ambiance, qu'on ressorte de l'eau, qu'on change de matériel, c'est-à-dire qu'on change l'objectif sur notre boîtier photo,
et qu'on redescende pour faire les photos avec un objectif pour faire de la photo rapprochée, on va dire, dont la photo de macro. De retour au club, chaque équipe visionne ses photos et remet sa carte mémoire aux organisateurs. Stéphane Régnier et son binôme Sophie Pérez remportent la compétition. C'est la 3e victoire en 4 participations pour celui qui a été vice-champion du monde de photo sous-marine l'an dernier. C'est aussi une façon de partager la plongée avec ceux qui vont voir nos images ensuite derrière. Donc on se fait plaisir, d'abord, ça c'est la première chose, mais aussi on espère faire plaisir aux autres quand ils vont découvrir nos images derrière. Chaque année, les plongeurs photographes sont de plus en plus nombreux à vouloir participer à ce concours et chaque année, les clichés ne cessent de croître au niveau de la qualité. Conséquence, le centre d'exploration sous-marine de Monaco devrait en toute logique organiser une 14e édition l'année prochaine. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref avec le traditionnel rendez-vous des assureurs. Cette manifestation se déroule chaque année en septembre en Principauté. Ce congrès international de la réassurance a débuté samedi après-midi, mais l'ouverture solennelle a eu lieu ce lundi au Grimaldi Forum avec le cocktail officiel offert par le gouvernement princier et l'association Rendez-vous de septembre. Le marché de la réassurance est énorme, il pèse plus de 530 milliards d'euros. Ce congrès célèbre sa 60e édition. Le premier rendez-vous des assureurs a été organisé à Monaco en 1957. Cette manifestation a évolué depuis. De 462 participants, ils sont passés à plus de 2600 venant du monde entier. Tennis, le Monte Carlo Country Club a organisé l'IC Junior Challenge, un tournoi international qui se déroule tous les 2 ans et qui est destiné aux jeunes de moins de 16 ans. 6 équipes venues de 5 continents se sont affrontées pendant 5 jours sur la terre battue de Monaco. Et sur cette surface, ce sont les Espagnols qui ont pris le dessus. Reportage. Dans ce tournoi junior, ce n'est pas l'appât du gain qui attire les joueurs. Ici, pas de jackpot pour le vainqueur. Chacun espère simplement glaner quelques points pour remporter l'IC Junior Challenge, une compétition par équipe organisée tous les 2 ans et réservée aux joueurs de 16 ans et moins. Il y a 2 ans, ce tournoi s'est déroulé dans le cadre prestigieux de Wimbledon. Cette année, il est organisé dans un cadre tout aussi prestigieux, le Monte Carlo Country Club. On fait partie de l'International Club de Monaco qu'on a créé en 1979. Il y a 40 nations qui sont affiliées à ce club. Et là, on a eu l'honneur de nous demander d'organiser cette épreuve. Au total, 6 équipes nationales. Les 5 vainqueurs de poule, l'Afrique du Sud, le Japon, les États-Unis, l'Argentine et l'Espagne. Et une 6e équipe formée par le pays organisateur et dispensée, elle, des qualifications. Ils font partie des grandes nations du tennis et au niveau individuel, les joueurs font partie des meilleurs joueurs de tennis de leur catégorie, donc junior jusqu'à 16 ans. Donc c'est vraiment l'élite du jeune du tennis junior mondial. Il y a la notion quand même de jouer pour son pays, mais pas du tout pour l'argent, ils ne sont pas du tout intéressés par ça. Et quand on parle avec eux, ils ont l'ambition de devenir évidemment joueurs de tennis professionnels, mais ils ne parlent jamais d'argent. Donc c'est vraiment en tout cas intéressant d'organiser un tournoi junior, ça change d'un tournoi professionnel où là l'argent est quand même omniprésent. Chaque équipe est composée de 4 joueurs, 2 garçons et 2 filles, plus un capitaine. Les États-Unis, eux, sont arrivés à Monaco avec 6 joueurs. Les tenants du titre tenaient à avoir 2 remplaçants pour tenter de conserver leur titre. Les 6 équipes s'affrontent entre elles, au programme 2 simples garçons, 2 simples filles, un double garçon et un double fille. Je jouais très bien ici et je pense que le clay, c'est bien pour moi. Et j'aime jouer avec les autres enfants et pour moi c'est très bien. C'était vraiment une belle expérience de rencontrer plusieurs joueurs de pays différents qui viennent du monde entier, donc c'était vraiment très cool. On apprend beaucoup de choses face à des joueurs comme les Américains, comme les Espagnols qui sont des spécialistes de terre battue. On apprend face à ces joueurs-là. Oui, ils ont un état d'esprit, je dirais, différent que le nôtre. Par rapport aux Français, oui, ils ont des choses différentes, comme tous les pays se complètent au final. Donc. Dans ce tournoi, il n'y a pas d'arbitre. Ce sont les joueurs qui s'auto-arbitrent. Et en cas de gros litige, un juge-arbitre intervient et tranche. Comme ici, dans cette rencontre qui oppose le Japon à l'Argentine.
De même, au moindre petit bobo, les rencontres sont interrompues pour permettre aux médecins ou kinés d'intervenir. Les joueurs professionnels sont nombreux à être passés dans des tournois juniors, Gilles Simon, Alizé Cornet ou encore Aravan Rezaï. C'est à cet âge-là aussi que les meilleurs joueurs de la planète se sont révélés, Rafael Nadal, Richard Gasquet, Martina Hingis et d'autres encore. Mais pas facile de passer de jeunes prometteurs à stars de la petite balle jaune. On a 26 jeunes joueurs. Vous dire que tous seront tennismen professionnels, je ne le pense pas. Mais en tout cas, il y a un ou deux joueurs ou joueuses qui se détachent. Une joueuse espagnole, par exemple, qui, la semaine dernière, a fait son premier tournoi adulte, où elle a joué la tête de série numéro 2 du tournoi. Elle a perdu 6-4, 7-5. Donc, on a déjà une petite pépite. Et on voit sur les terrains qu'elle a gagné tous ses matchs, elle a dominé ses adversaires. Donc oui, il y aura certainement dans ces joueurs aujourd'hui présents des futurs champions. À l'issue des 5 jours de compétition, c'est l'Espagne qui remporte le tournoi et qui succède donc au palmarès aux États-Unis. Le podium est complété par le Japon qui termine 2e et l'Argentine qui prend la 3e place. Quel temps va-t-il faire cette semaine, ce week-end et même la semaine prochaine? Voici la météo. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Mercredi, le temps sera assez lourd avec des nuages de plus en plus menaçants au cours de la journée. Il devrait même pleuvoir avant la nuit. Les températures sont encore bien estivales, de 25 à 27 degrés avec une température de l'eau quasiment identique à l'air, 25 degrés. A noter que les jours suivants, une météo globalement ensoleillée et l'interruption de la longue période de temps anormalement chaud. Les températures seront proches des normales, entre 20 et 26 degrés. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info a commencé par le Mag Ciné de José Sacré. À très bientôt. Au revoir.